Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Je remercie également le syndicat des internes de médecine générale de me faire l'honneur de pouvoir présenter ma thèse aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mame Fatou Diop Nitche et je suis médecin généraliste. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thèse qui porte sur les personnes déclarant avoir vécu de la discrimination raciale dans leur quotidien. Le but de cette thèse est de sensibiliser aux discriminations raciales en santé. Alors, pardon. Non, pardon. Attends. Tu t'es pas mis sur le PowerPoint. Ça, c'est le PDF. Ouais, mais non, moi, je suis sur le PDF. Bon, on va faire comme ça, c'est plus facile. Excusez-moi. Alors, ok. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, si j'ai choisi de réaliser ma thèse de médecine générale auprès de personnes déclarant avoir vécu de la discrimination raciale dans leur quotidien, c'est en partie pour cette phrase. Les sous-groupes de population défavorisés, comme ceux qui sont touchés par la discrimination raciale, vivent moins longtemps et en moins bonne santé. Cette phrase, elle est tirée du dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur les déterminants sociaux de la santé. En d'autres termes, l'OMS indique que les personnes touchées par la discrimination raciale vivent moins longtemps et en moins bonne santé. Devant ce constat si significatif, je me suis posé une première question. En tant que médecin généraliste, mais pour quelles raisons les personnes touchées par la discrimination raciale vivent moins longtemps et en moins bonne santé? Pourquoi? Eh bien, au fur et à mesure de mes recherches et de mes lectures, un élément survenait très souvent. Le fait que l'expérience de la discrimination raciale soit vécue par notre cerveau comme un facteur stress pouvant être à l'origine d'un état de santé défavorable. Encore une fois, en tant que médecin généraliste, je me suis posé la question, mais pourquoi, en fait, l'expérience de la discrimination raciale peut avoir un impact en termes de santé sur les personnes qui sont touchées par la discrimination raciale dans leur quotidien? Eh bien, en fait, notre corps, face à un facteur stress, face à une expérience stressante, va mettre en place des processus adaptatifs afin de lutter de manière efficace contre ce stress. Mais lorsque l'expérience stressante devient chronique, devient répétée, devient incontrôlable, même imprévisible, comme toutes sortes de discriminations, alors notre corps n'a plus la capacité de lutter de manière efficace contre cette expérience stressante. Et de là peuvent survenir certaines pathologies. Dans le cas de la discrimination raciale, on aura par exemple une augmentation des syndromes dépressifs, une augmentation des troubles anxieux. On peut même avoir une augmentation de certaines pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et l'obésité. Face à ce constat, finalement, l'expérience de la discrimination raciale comme déterminant social de la santé peut engendrer des inégalités sociales de santé. En tant que médecin généraliste, encore une fois, je me suis demandé mais quelles sont les recommandations qui existent, recommandations françaises ou internationales, à l'égard de notre profession, afin de prendre en charge convenablement ces personnes-là. Et finalement, ces recommandations sont rares, voire quasi inexistantes. C'est pourquoi l'objectif de ma thèse était d'aller directement à la source, directement interroger des personnes qui sont touchées par la discrimination raciale dans leur quotidien, afin de prendre connaissance, d'explorer quelles sont leurs attentes en termes de santé vis-à-vis des soignants. La méthode que j'ai utilisée est une méthode qualitative avec une approche phénoménologique. Le recrutement s'est fait via les réseaux sociaux et les critères d'inclusion étaient toute personne déclarant avoir vécu de la discrimination raciale dans son quotidien et ces personnes-là devaient avoir plus de 18 ans. Les entretiens étaient faits de manière individuelle, ils étaient semi-dirigés avec à l'appui un guide d'entretien commun et ils étaient faits soit en présentiel, soit en visioconférence. Enfin, l'analyse des données a été réalisée de manière inductive au fur et à mesure des entretiens. J'ai au total réalisé 12 entretiens.
Sur les 12 entretiens, tous les participants sont des femmes. Ces femmes, elles sont âgées entre 25 et 46 ans. Elles sont de catégories professionnelles diverses. Les entretiens duraient en moyenne 30 minutes et au minimum, en moyenne 1 heure, et au minimum 30 minutes, voire au maximum 4 heures. Et la plupart des entretiens a été fait en présentiel. Passons maintenant à la partie numéro 3. Quels sont les résultats que j'ai obtenus? Le premier résultat est le suivant. Les participantes à mon étude souhaitent réduire la vision paternaliste et les rapports de pouvoir présents au sein de leur relation de soins. En effet, l'ensemble des participantes à mon étude indique le fait que certains soignants, certains professionnels de la santé adoptent une attitude de sachant vis-à-vis d'elles. Elles qualifiaient même leur relation de soins de relation asymétrique, de relation verticale. Pour elles, ces relations de soins asymétriques, verticales, pouvaient être à l'origine de rapports de force, de rapports de pouvoir présents au sein de leur relation de soins. La participante Safia évoque cela lors de son entretien. Elle dit « Moi, je n'aime pas quand il y a une relation de pouvoir. Les médecins qui ont une approche verticale, qui disent « c'est comme ça et puis voilà ». Moi, je n'aime pas ça. Si les participantes à mon étude souhaitent réduire cette vision asymétrique, cette vision verticale présente au sein de leur relation de soins, c'est en partie pour lutter contre la position de sachant prise par certains professionnels de la santé, mais c'est également pour lutter contre les discriminations auxquelles elles sont victimes. Et en effet, elles disent être victimes de multiples discriminations au sein de leur relation de soins. Des discriminations liées à leur genre, rappelons-le, ce sont toutes des femmes que j'ai interrogées, discriminations liées à leur confession religieuse, discriminations liées à leur orientation sexuelle et également des discriminations liées à leur origine. Sur le plan de la discrimination liée à leur origine, la discrimination raciale, la participante Joséphine témoigne de cela. Joséphine présentait des crises d'angoisse et des crises d'anxiété très souvent lors de son enfance au sein de son ancien établissement scolaire. Elle raconte. J'étais allée voir l'infirmière scolaire et elle m'avait dit « Mais vous savez, vous venez de la Martinique et les Antillais, vous êtes souvent un peu à la ramasse, un peu lent. Donc du coup, c'est peut-être le changement de rythme qui fait que votre cœur s'accélère. » Devant ces témoignages, on peut se rendre compte que nos participantes, effectivement, souhaitent réduire la vision paternaliste et les rapports de pouvoir qui sont présents au sein de leur relation de soins. Elles veulent lutter contre les discriminations auxquelles elles sont victimes. Finalement, elles souhaitent davantage d'horizontalité avec les soignants et les médecins généralistes particulièrement. Elles souhaitent davantage une relation de soins davantage qui serait collaborative. Passons maintenant au résultat numéro 2. Les participantes à mon étude souhaitent avoir un professionnel de santé qui croit leur vécu. En effet, lors de mes entretiens, l'ensemble des participantes mettent en avant le fait que lorsqu'elles témoignent de leur vécu, lorsqu'elles témoignent de leur vérité, lorsqu'elles témoignent de leurs symptômes auprès des soignants, ceux-ci sont souvent remis en cause, voire remis en question par les professionnels de la santé. La participante Nina évoque également cela dans son entretien. J'étais allée voir un médecin car j'étais fatiguée et je lui ai dit que j'étais fatiguée car le monde était raciste. Et lui était en mode non. Et j'étais en mode mais comment ça non? Et il me dit non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Et il m'a dit que si j'étais fatiguée, c'est parce que je ne dormais pas assez. Finalement, cet témoignage de la participante Nina nous permet de nous rendre compte comment certains professionnels de la santé nient, voire remettre en question le vécu des participantes à mon étude, mais globalement des personnes qui sont touchées par les discriminations raciales dans leur quotidien. Ce témoignage-là, il met également en évidence le fait que certains professionnels de la santé nient le fait que l'expérience de la discrimination raciale peut avoir un impact considérable sur la santé, un impact néfaste sur la santé des personnes qui en sont touchées. Les participantes à mon étude, certaines, travaillant dans le domaine médical ou paramédical, évoquent le fait que leurs symptômes soient niés ou remis en cause par certains professionnels de la santé
peut être le fait, effectivement, de nombreux de leurs collègues. Et que c'est surtout les patientes noires qui sont victimes de ce phénomène. La participante Christine relate les propos tenus par son collègue. Mon chef m'a dit « Ah, les Noires aiment trop faire du cinéma, elles aiment trop dramatiser, pourtant, je suis sûre qu'elles n'ont pas mal. » En d'autres termes, les participantes à mon étude souhaitent effectivement qu'on reconnaisse leur vécu, qu'on reconnaisse leur réalité. Elles veulent en fait des soignants, des médecins généralistes qui soient dans l'écoute et qui soient dans l'absence de jugement. Le troisième résultat de mon étude est le suivant. Les participantes à mon étude souhaitent avoir un professionnel de santé qui reconnaît qu'il peut manquer de neutralité envers certains patients. En effet, les participantes à mon étude, comme je l'ai dit tout à l'heure, subissent de nombreuses discriminations dans leurs relations de soins. Elles sont victimes de rapports de force, de rapports asymétriques au sein de leurs relations de soins. Elles souhaitent finalement que les soignants puissent reconnaître qu'ils peuvent effectivement parfois manquer de neutralité envers certains de leurs patients. La participante Safia qui met en exergue le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate qui serait pour elle un idéal, une boussole tout au long de la vie professionnelle des soignants, mais qui ne devrait pas être un gage d'une pratique totalement niée, totalement en fait en dehors des discriminations. Les soignants devraient se remettre en cause davantage. Et justement, ce qu'elle dit, c'est le serment d'Hippocrate, c'est un idéal, une boussole, et puis il faut se remettre en question. Afin de se remettre en question, les participantes proposent plusieurs solutions. Une des solutions qui revient le plus souvent, c'est le fait de déconstruire les préjugés des soignants. Elle rajoute dans son entretien, « Je trouve que pour les soignants, ça serait intéressant d'avoir vraiment une formation complémentaire en fait sur la prise en charge des personnes non blanches. » Voici maintenant le dernier résultat de mon étude. Les participantes souhaitent avoir un professionnel de santé qui prend en compte les enjeux sociaux et politiques dans sa pratique. Avoir un professionnel de santé qui comprend que certains enjeux sociaux et politiques auxquels les participantes font face dans leur quotidien peuvent avoir un impact sur leur santé. La participante Fatou dit dans son entretien: des soignants qui comprennent dans quel environnement j'évolue, qui comprennent ce que je représente, ce que représente l'environnement dans lequel je suis. Voici le résumé des résultats que j'ai obtenus. Mais maintenant, passons à la dernière partie, la discussion. Quelles sont les forces et les limites à mon étude? D'abord, c'est une étude qualitative qui permet de mettre en avant, de mettre en évidence des phénomènes sociaux. Ensuite, c'est une idée originale car rares sont les études qui interrogent les personnes qui sont touchées par la discrimination raciale dans leur quotidien. Elle s'inscrit dans un projet commun universitaire également, entre plusieurs chercheuses. Une suffisance des données a été à réaliser, ainsi qu'une triangulation des données. Mais enfin, il y a quelques limites. La première étant que le recrutement s'est fait uniquement via les réseaux sociaux, ce qui a pu exclure certaines personnes qui ont ni réseau social ni Internet. On note l'absence de parité. Uniquement des femmes ont participé à mon étude. Et enfin, toutes les participantes habitant en zone urbaine, cela peut être difficile de généraliser mes résultats à une population plus large. Enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir des attentes en termes de santé des personnes touchées par la discrimination raciale dans leur quotidien? La première des choses, c'est que ces personnes-là souhaitent redevenir les acteurs principaux de leur santé. Elles souhaitent avoir des soignants qui font confiance en leur vécu, avoir des soignants à l'écoute et dans l'absence de jugement. Elles veulent également que les soignants travaillent à déconstruire leurs préjugés et elles veulent également des soignants qui soient sensibilisés aux questions sociales, sociétales et aux questions raciales. Merci pour votre attention. Après. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Alex. Je vais vous présenter également le travail issu de ma thèse.
Hop, j'arrive. Je cherche le mode présentateur. F5, tu dis? Ah, super, merci beaucoup. Donc, j'ai été interne à l'Université Paris-Cité. Je suis thésée depuis l'an dernier et j'exerce maintenant à Rennes. Donc, je vais vous présenter rapidement le travail issu de ma thèse. Donc, plus précurseur que transgresseur, l'expérience des médecins généralistes, primo-prescripteurs et primo-prescriptrices de testostérone pour les personnes trans en France. Je n'ai pas de lien d'intérêt d'ordre financier et je suis membre du REST, le réseau de santé trans, qui est une association qui réunit des patients, patientes, des associations et des professionnels de santé. Donc le contexte général est celui d'une dépathologisation des transidentités. On l'a vu avec le changement des classifications internationales, le DSM, la CIM. Être trans n'est plus considéré comme une maladie mentale. Néanmoins, les personnes trans restent une population vulnérabilisée, soumise à la précarité, des discriminations et des surrisques importants en santé, notamment en santé mentale et en santé sexuelle. Toujours la question de la proportion de personnes trans dans la population. On peut considérer qu'elle représente entre 0,1 et 2% de la population. La fourchette est très large parce qu'en fait, si on se base sur les estimations des systèmes de santé, les chiffres sont très faibles. Si on se base sur les autoquestionnaires en population, là, les plus récents montrent qu'environ jusqu'à 2,5% de la population adulte dans les pays occidentaux se considérait comme trans ou non conforme de genre. C'est donc une question qui est loin d'être anecdotique. Il y a donc une demande grandissante de soins d'affirmation de genre, mais un accès aux soins qui reste difficile. En France, depuis une décennie, il y a un renouveau des acteurs avec des progrès et un questionnement, une réflexion sur la meilleure reconnaissance du rôle des soins primaires, de la place de l'autodétermination des patients et patientes trans par opposition à un diagnostic qui serait posé par des professionnels, puisque donc ce n'est plus considéré comme une maladie. Et une réorganisation du parcours de soins en cours avec bientôt une recommandation HAS qui devrait sortir là dans quelques semaines, quelques mois, qui va sûrement pas mal faire évoluer les choses. Donc, la question qui nous occupe plus précisément, c'est celle de la primo-prescription de testostérone, parce qu'elle est à l'intersection de tous ces enjeux et elle en est un peu le condensé. En France, la prescription initiale de testostérone est interdite aux médecins généralistes qui a le droit que de la renouveler. Elle est restreinte à certains spécialistes, probablement parce qu'elle est considérée comme un produit potentiellement dopant. Les médecins généralistes sont donc face à des personnes trans en demande de soins, qui encourent des risques de santé, qui pourraient être améliorés par l'hormonothérapie, mais qui n'ont pas de moyens d'accéder à l'hormonothérapie et notamment à l'initiation d'une transition hormonale. Donc, dans ce contexte, certains médecins généralistes décident de primo-prescrire de la testostérone pour les personnes trans contre la réglementation en vigueur. Et l'objectif de cette étude était d'explorer leur expérience, leur vécu et le sens qu'ils donnent à cette pratique. La méthode, donc je vais passer rapidement, c'était une étude Cali. J'ai réalisé en 2022-2023 des entretiens avec 9 médecins généralistes qui avaient réalisé plus d'une primo-prescription de testostérone pour une personne trans. C'était le seul critère d'inclusion. Le recrutement s'est fait via des listes qui circulaient dans le milieu associatif avec une attention pour avoir un échantillon le plus diversifié possible. L'analyse, donc c'était la méthode IPA avec un codage entièrement manuel, pas d'utilisation de logiciel, et une triangulation partielle avec un double codage par une chercheuse indépendante, pas du tout impliquée dans le projet, pour contrôler l'analyse. Vu que c'est une pratique interdite, il y a une attention particulière, bien sûr, à l'anonymisation et à la confidentialité. Et l'utilisation d'outils réflexifs tout au long du travail, puisque mes directrices de thèse et moi étions impliquées dans le champ de la santé trans depuis de nombreuses années, donc pour faire la part des choses entre présupposés, militantisme et remontée du terrain. Il y a eu donc 8 entretiens avec 9 participants, puisque 2 ont voulu être interrogés ensemble. Une durée moyenne d'1h34, les entretiens allaient d'1h à 2h10. À une exception près, ils étaient tous face à face. La description des participants, bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, on retrouve bien la diversité qu'on avait recherchée pour l'échantillon en termes de région de France, mode d'exercice, lieu d'exercice, ancienneté d'exercice, mais aussi en termes d'orientation sexuelle et d'identité de genre parmi les médecins généralistes interrogés, puisque certaines étaient trans ou en questionnement de genre eux-mêmes. Enfin, on peut noter qu'il y avait quand même un nombre de patients trans important chez tous ces médecins généralistes. Ça représentait entre 10 et 30% de leur patientèle chez la plupart d'entre eux. Donc pour les résultats, je vais passer rapidement, c'est assez dense, donc je ne vais pas avoir le temps de lire les verbatims, donc je vous laisse les regarder pendant que je parle.
Donc le premier grand résultat qui émane du terrain, c'est que les médecins généralistes expliquent cette pratique comme la réponse à un impératif éthique, à une responsabilité déontologique. Pour eux, c'est la responsabilité de répondre à la demande de soins d'une population discriminée qui les a amenés à primo-prescrire. En effet, après des premières sensibilisations, avoir reçu des premiers patients trans, avoir eu des premières formations, ils se rendent compte que les parcours qui leur sont proposés pour les transitions médicales sont inaccessibles sur leur territoire, ou bien maltraitants, ou en termes de délai, pas compatibles avec des problèmes de santé mentale qui sont parfois aigus, une augmentation du risque suicidaire. Que certaines personnes trans sans solution se tournent vers l'automédication, avec parfois des partages de produits ou des achats d'hormones sur Internet qui ne sont pas toujours faits en sécurité. Donc, dans une optique de réduction des risques, ils veulent leur proposer une prise en soin en accord avec leurs valeurs, qui sont celles de dépathologisation et d'autodétermination. Ensuite, il s'agit pour ces médecins de faire primer le légitime sur le légal, ou en tout cas sur le réglementaire. C'est une transgression réfléchie pour eux. Ils soulignent qu'ils n'agissent pas à la légère, par ignorance ou par complaisance, mais qu'ils s'appuient sur la littérature scientifique. Pour eux, l'interdiction de primo-prescription est absurde, puisque les médecins généralistes peuvent prescrire des œstraux, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas prescrire de la testo? Et ils la jugent illégitime, voire expliquée par du mépris à l'égard des médecins généralistes. Il s'agit donc de transgresser, mais paradoxalement, au nom de la déontologie et de la justice, qui est un principe qui revient dans quasiment tous les entretiens. Pour eux, si ce qui est écrit dans la loi n'est pas juste, il faut faire ce qui est juste, et c'est l'intérêt du patient qui doit passer en premier. Ces médecins se décrivent donc comme engagés, ils citent des références historiques très fortes, en particulier la lutte pour la légalisation de l'IVG. Ils y voient un parallèle, non seulement parce que c'était une pratique donc d'abord interdite, mais que certains médecins pratiquaient quand même, mais aussi parce que selon elles et eux, ça repose sur les mêmes principes, celui de la libre disposition de son corps et l'idée qu'il peut être justifié de donner un soin qui peut occasionner des effets indésirables, sans pathologie, mais simplement pour accompagner les choix d'une personne, les choix de vie d'une personne. C'est donc la suite logique de leur engagement passé et présent. Souvent, ils se sont engagés auprès d'autres populations stigmatisées, des personnes sans papiers, victimes de violences, usagères de drogue, et ils se disent engagés pour l'équité par leur pratique clinique. Ils se voient comme des acteurs et des actrices du changement social, donc on l'a vu, par leur pratique clinique, aussi par la formation et la recherche dans laquelle ils sont quasiment tous impliqués. Certains se décrivent comme militants et d'autres préfèrent tenir à distance cette étiquette de militantisme, alors que voilà, certains donc se décrivent comme militants, voire revendiquent avoir un soin politique, voire même révolutionnaire. Même s'ils ont reçu des formations, ils ressentent surtout au début la peur de mal faire, un sentiment d'illégitimité, un certain syndrome de l'imposteur que certains appellent le complexe du généraliste, et c'est une des craintes qui les anime, puisque pour eux, cette pratique, c'est aussi faire l'expérience de travailler dans la crainte et sous la menace. Ils ont peur également de dénonciation et de mise en cause auprès de l'ordre des médecins, soit par des proches de personnes qu'ils ont aidés à transitionner, soit par des confrères ou consoeurs spécialistes qui les dénoncent à l'ordre. Pour certains, il s'agit d'un véritable renversement des valeurs ou d'une faillite des institutions si les institutions qui devraient défendre les bonnes pratiques professionnelles et l'intérêt des patients les attaquent au lieu de les soutenir. Ils craignent également un harcèlement dont certains sont déjà victimes vis-à-vis donc de proches de patients-patientes, de la part de proches de patients-patientes ou de certaines organisations qui font du lobbying et qui répandent de la désinformation, par exemple par rapport aux transitions des mineurs. Face à ces facteurs déstabilisants, ils construisent des facteurs protecteurs. Principalement, ils créent ou ils rejoignent des collectifs. Donc c'est une réponse à la peur et à l'isolement, aussi aux carences institutionnelles, puisque certains collectifs jouent le rôle de groupes d'échange de pratiques, de sociétés savantes alternatives, de formation médicale continue, etc. Et c'est aussi un geste militant, puisque ces associations, ces collectifs ne regroupent jamais que des médecins, mais toujours plusieurs professions de santé, des usagers, des usagères et des associations. Ce qu'ils vivent à travers cette pratique de primo-prescription de testostérone, c'est la co-construction d'un soin différent, marqué par le partage du pouvoir. Là où pourtant la symétrie de pouvoir est forte pour une personne trans qui ressent une urgence à débuter une transition et qui dépend du bon vouloir d'un médecin pour obtenir une ordonnance, les médecins généralistes font tout pour installer une alliance, un partenariat, et essayer de réhumaniser les personnes trans, de les réétablir comme sujets, eux qui ont été trop souvent des objets pour la médecine. Ils appliquent une décision médicale partagée, et ça leur permet même, la primo-prescription, l'initiation de la transition, leur permet même de prendre conscience
que la décision médicale partagée peut être poussée à l'extrême, puisque ce serait plus au médecin de faire le choix, ni même éventuellement de participer au choix, mais ce serait seulement son rôle de faciliter le choix de la personne concernée. Ils s'inscrivent contre le modèle de gatekeeping, on pourra en reparler dans les questions si vous le souhaitez, donc qui est représenté par la figure traditionnelle du médecin. Ils veulent aussi mettre en œuvre un échange des savoirs. Justement, ça rentre bien en écho avec la présentation qu'on vient d'entendre. Ils ne veulent pas avoir une position surplombante. Ils reconnaissent des expertises aux personnes concernées et à l'expertise communautaire aussi. Et ils veulent apprendre ensemble et acceptent pour ça de se remettre dans une position de débutant et débutante pour apprendre avec les patients et patientes. Petit point Marguerite, puisqu'elle nous manquait quand même depuis le début. En effet, l'initiation et la cogestion de l'hormonothérapie, en ce qui concerne les molécules, les doses, la fréquence, les voies d'administration, c'est par excellence une approche centrée patient. Vu que la transition, c'est par essence un phénomène biopsychosocial, pour bien faire, on est obligé de faire un soin personnalisé à la carte, ce qui implique de prendre le temps d'écouter, d'apprendre à connaître le patient, dans sa vie, ses préférences, ses particularités, son environnement. Et les médecins généralistes interrogés défendent justement l'idée que c'est ça le cœur de métier du médecin généraliste et que c'est pour ça que selon eux, ils seraient les plus à même à être au centre du parcours de soins des personnes trans. Alors qu'on leur colle un petit peu un rôle de spécialiste un peu en transition, qu'on commence à leur adresser des patients en second recours, eux, ils veulent rester médecins généralistes et sont attachés à la relation que ça permet avec les patients et patientes. Je termine rapidement. Donc enfin, ils vivent cette pratique comme une source d'inspiration et de transformation. Ils la trouvent valorisante, ils se sentent utiles, ils se savent précieux dans un contexte où rares sont les médecins qui acceptent d'initier des hormonothérapies pour les personnes trans. Malgré les menaces, le caractère chronophage, les situations difficiles des patients, ils jugent que cette pratique est valorisante, épanouissante. Ils disent ressentir de la joie et de la fierté et trouvent du sens à continuer les primo-prescriptions dans une vie professionnelle qu'ils décrivent parfois par ailleurs comme en perte de sens. Cette expérience fait évoluer complètement leur modèle relationnel avec les patients-patientes. Je ne vais pas lire tout le verbatim, mais en fait, ce qui en ressort, c'est que grâce à ces consultations d'initiation d'hormonothérapie et de primo-prescription de testostérone, ils évoluent, en fait, globalement, ils arrivent à se dénormer, à remettre en question, en fait, beaucoup de choses sur le rôle du médecin, sur la figure qu'ils doivent incarner, sur ce qu'est le soin et quelle approche avoir du système de soins et de la relation avec les patients-patientes. Donc, je vais passer rapidement. En gros, les points positifs, les forces de cette étude, c'est une étude originale, avec une méthode solide, des entretiens longs et approfondis, un échantillon diversifié, probablement toujours pas assez diversifié, un biais de désirabilité éventuellement, puisque vu que j'étais impliquée dans le terrain, les médecins interrogés savaient que je faisais partie du réseau de santé trans, et donc ça a pu peut-être biaiser leur réponse s'ils ne voulaient pas dire des choses trop critiques, s'ils imaginaient quelque chose du point de vue que je pouvais avoir, par exemple. En conclusion, on peut considérer que cette pratique pourrait être une pratique de précurseur. En tout cas, c'est comme ça que ces médecins généralistes la vivent, vis-à-vis du parcours de soins des personnes trans et vis-à-vis d'une figure du médecin redéfinie par un partenariat plus égalitaire avec le patient, à l'échelle individuelle comme systémique. Les perspectives, à court terme, on attend la reco HAS pour voir si les médecins généralistes vont être mis au centre du parcours de soins des personnes trans. On va voir si la NSM change le cadre pour la primo-prescription de testostérone et les prescriptions d'hormonothérapie qui, pour l'instant, ont lieu hors AMM. Est-ce que l'évolution de ces réglementations va permettre de mieux articuler l'autodétermination des patientes et la responsabilité médico-légale des médecins, qui met beaucoup des médecins généralistes interrogés en tension? Évidemment, rien ne sera possible sans beaucoup de formation sur les soins d'affirmation de genre vis-à-vis de tous les professionnels de santé. Pour ce qui est des ouvertures plus globales, ce cas un peu, cette question, cet exemple qui a été étudié ici, nous interroge sur la défense de la médecine générale à l'heure où il y a toujours plus de restrictions sur les prescriptions des médecins généralistes. CMedG défendait que les médecins généralistes ne sont pas des médecins incapables de prescrire avec responsabilité, mais au contraire sont des professionnels qui ont une relation particulière avec les patients-patientes, qu'ils connaissent particulièrement bien, qui sont particulièrement accessibles, qu'ils connaissent dans tous les aspects de leur vie et qu'il faudrait leur reconnaître la place privilégiée que les soins primaires devraient reprendre dans le parcours de soins.
Et enfin, leur choix de transgression, donc qu'ils justifient pour des raisons d'éthique et de santé publique, nous interroge sur le rôle du médecin et ses limites dans une société en transformation. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, je pense qu'on n'a pas forcément non plus le temps pour des questions, donc on les fera à la fin. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucille Nart et je suis médecin généraliste à Lyon. Je tenais à remercier le congrès ISNAR-IMG pour son invitation à présenter mon travail de thèse. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la médiation animale appliquée aux étudiants en médecine. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a fait l'objet de ma thèse d'exercice en médecine générale que j'ai soutenue le 17 octobre 2024 à l'université Claude Bernard Lyon 1. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. La médiation animale, c'est une pratique qui est basée sur les interactions positives entre les animaux et les humains dans un but thérapeutique, éducatif ou préventif. Elle est utilisée comme soin de support pour les patients atteints de diverses pathologies, notamment chez les personnes âgées, dans la démence, où des études montrent que ça permet de réduire les troubles comportementaux et l'agitation. Son application se fait plus récemment auprès des étudiants pour favoriser leur bien-être, en particulier dans les pays d'Amérique du Nord et plus récemment en France. Dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait environ une dizaine d'universités seulement en France qui proposaient ce type d'activité à leurs étudiants. Les étudiants en médecine sont particulièrement à risque de troubles anxio-dépressifs en lien avec leurs études qui les impliquent dans un cursus long, stressant, avec des responsabilités. Une enquête nationale de 2024 rapportait que 52% des étudiants en médecine souffraient de troubles anxieux, 27% d'entre eux d'épisodes dépressifs caractérisés et 21% d'idées suicidaires. Peu d'études explorent encore la médiation animale dans cette population d'intérêt. Alors, à l'université Claude Bernard Lyon 1, depuis 2022, il y a des ateliers de médiation animale qui ont été mis en place, qui sont organisés par le service de santé universitaire. Comment ils se passent? Ce sont des séances qui durent 1h30 par semaine, durant la pause déjeuner, dans une salle de cours ou en extérieur, aux abords de la faculté. La participation des étudiants est libre, sans inscription préalable, donc ils peuvent venir quand ils veulent. On forme des groupes de 5 à 6 étudiants qui restent pendant 20 minutes environ en interaction avec les animaux. Ces ateliers sont animés par une zoothérapeute professionnelle qui était aide-soignante avant et une infirmière du service de santé universitaire. Voici un exemple des animaux que vous pouvez retrouver lors des ateliers. Il y a des espèces variées, il y a des cochons d'Inde, des lapins, dont un lapin angora qui est particulièrement doux, et 2 chiennes, Lia et Thalys, qui aiment particulièrement les câlins et qui sont très à l'aise durant les séances, comme vous pouvez le voir. Ce sont tous les animaux de la zoothérapeute, c'est ces animaux à elle. L'objectif de l'étude était donc d'explorer le vécu des étudiants en médecine qui ont participé aux ateliers de médiation animale mis en place par le service de santé universitaire à Lyon 1. Pour ce faire, en termes de matériel et méthode, j'ai mené une étude qualitative avec des entretiens individuels semi-dirigés à l'aide d'un guide d'entretien. Ils ont été faits en présentiel. Le recrutement a été prospectif et il s'est fait directement à la fin des ateliers de médiation animale jusqu'à obtenir une redondance des données. Voici les critères d'inclusion de l'échantillon. Les entretiens ont ensuite été retranscrits mot à mot et anonymisés. Une analyse thématique de contenu a été menée selon une approche inductive avec une triangulation des données par une deuxième investigatrice indépendante. Un logiciel d'aide au codage a été utilisé, c'est MaxQDA.
À savoir que le protocole d'étude a obtenu l'accord d'un comité d'éthique de la recherche locale avant de se mettre en place. Je vais vous présenter les résultats de l'étude. Un échantillon de 16 étudiants en médecine de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a été sélectionné, recruté entre janvier et février 2024. Ils allaient de la première année, donc en PASS ou LAS, jusqu'à l'internat. Vous avez la répartition et les caractéristiques de l'échantillon détaillées au centre de la diapositive. Je vous laisse les lire si vous le souhaitez. La durée moyenne des entretiens était de 32 minutes. Quel était le contexte de participation des étudiants à ces ateliers? Tout d'abord, il y avait leur situation d'étudiants en médecine. Dans les entretiens, la pénibilité et l'exigence des études ressortaient avec un cursus qui était long, comme je disais au début, et chronophage. Ils rapportaient aussi un isolement social et des contraintes qui ne leur permettaient pas d'avoir un animal de compagnie chez eux, puisqu'il manquait de temps et d'espace dans des lieux de vie avec un espace réduit. Et beaucoup rapportaient aussi qu'ils avaient dû laisser leur animal de compagnie chez leurs parents en déménageant pour venir faire leurs études. Parmi les leviers de motivation qui les poussaient à venir aux ateliers, il y en avait plusieurs. Tout d'abord, l'envie de vivre une nouvelle expérience, puisque beaucoup ne connaissaient pas la médiation animale avant de participer. L'attrait pour les animaux et l'envie d'être en contact avec eux. Il y avait aussi un effet de groupe qui faisait qu'ils se motivaient les uns les autres à venir. L'accessibilité des ateliers jouait beaucoup aussi, puisque c'était des ateliers qui étaient directement à la faculté, sur leur lieu d'études, et que c'était pendant la pause déjeuner sans inscription, que c'était facile de venir. Et il y avait aussi le besoin ressenti de faire une pause dans leur journée. Pour eux, c'était un espace d'interaction sociale avec les animaux. Tout d'abord, ils disaient qu'ils appréciaient particulièrement l'approche simple qu'ils avaient avec eux. Ils avaient l'impression de se reconnecter à l'essentiel. Ils utilisaient avec les animaux des moyens de communication différents par rapport aux interactions interhumaines, comme par exemple le toucher, les caresses, le jeu et le regard. Ils les voyaient comme des êtres innocents, attachants, et ce qu'ils appréciaient particulièrement dans les relations avec eux, c'est qu'ils se sentaient pas jugés, pas évalués, et qu'on n'attendait rien d'eux, juste d'être là et de profiter. E5 disait par exemple, ils jugent pas. Donc pareil, je vais pas avoir le temps de lire tous les verbatims, donc je vous laisse les lire au fur et à mesure de la présentation. C'était un espace d'interaction aussi entre étudiants qui favorisait les liens sociaux entre eux. C'était un lieu de rencontre entre promotions et de retrouvailles entre amis, puisque pas mal venaient aussi en groupe, comme je disais, il y avait un effet de groupe motivant, et donc ils venaient en groupe d'amis. Ils appréciaient partager cette expérience justement en groupe, pouvoir discuter autour des animaux, partager leur expérience qu'ils avaient chacun avec leurs propres animaux et avec les animaux des ateliers. Et le lien qui se faisait entre eux était donc médié par les animaux qui jouaient pleinement leur rôle de médiateur. Ils appréciaient aussi interagir avec les professionnels qui encadraient les ateliers. Il y avait la zoothérapeute, qui, pour eux, c'était une interlocutrice agréable, passionnée et pédagogue, qui leur apprenait plein de choses sur la médiation animale et la zoothérapie, et qui donnait pas mal d'anecdotes sur ces animaux. Il y avait aussi l'infirmière du SSU, qui était une personne ressource pour eux, puisqu'elle représentait l'université, elle pouvait faire le lien avec le service de santé universitaire, si une situation de détresse était repérée, par exemple. Donc elle était à l'écoute des étudiants si besoin. Quels étaient les effets ressentis des étudiants lors de ces séances? Ils décrivaient une amélioration de leur morale, avec des émotions positives ressenties comme de la joie. Certains aussi évoquaient des souvenirs heureux qu'ils avaient vécus avec leurs propres animaux. Ils voyaient cet atelier comme une activité divertissante, stimulante, qui amenait une rupture dans leur routine des cours et un regain de motivation pour la suite de la journée. Ils décrivaient aussi une amélioration de leur niveau de stress qui diminuait grâce à la présence apaisante des animaux qui leur transmettaient leur calme. Ils vivaient un moment de pause, de déconnexion spatio-temporelle par rapport aux cours. E4 disait qu'il avait l'impression que c'était une sorte de bulle. Donc beaucoup disaient qu'en fait, ils étaient sur le lieu de l'université, sur leur lieu de travail, et qu'ils avaient l'impression vraiment de déconnecter totalement et de ne plus être dans leur espace de travail. Ils disaient aussi que ça leur amenait une prise de recul sur leurs problématiques du quotidien, et ils ressentaient une sensation de liberté, puisque c'était quelque chose qui n'était pas obligatoire. Ils reprenaient leur force de décision
de pouvoir y aller sans contrainte, et ils pouvaient profiter des animaux sans avoir la gestion quotidienne de l'animal à gérer. Enfin, ils évoquaient quelques limites aux ateliers, des limites liées aux animaux qui n'étaient pas toujours disposés à interagir selon les séances, des limites qui étaient liées aussi aux participants eux-mêmes, qui pouvaient avoir des allergies ou des peurs envers certaines espèces d'animaux, des limites spatio-temporelles avec un espace qui pouvait être restreint dans les salles de cours où avaient lieu les ateliers, et une des principales limites, c'était que les effets étaient ressentis qu'à court terme. Il y avait aussi les effets sur les capacités de travail pour lesquels les ressentis étaient assez divergents entre les étudiants interrogés. Les suggestions d'amélioration des ateliers évoquées par les étudiants il y en avait plusieurs. Il y avait le fait qu'ils souhaitaient que les ateliers soient plus fréquents avec des créneaux plus longs, diversifier les espèces d'animaux présents, un lieu plus neutre qu'une salle de cours et le plus possible en extérieur pour amplifier cette sensation de liberté. Et une meilleure communication autour des ateliers pour que plus d'étudiants soient au courant et puissent y participer. Concernant la perspective pour développer la médiation animale dans d'autres universités, tous les étudiants de l'échantillon étaient favorables à cette idée et pensaient que ça pouvait amener beaucoup de positifs à d'autres étudiants. Quelques éléments de discussion des résultats. L'impact positif sur le stress, l'humeur et les liens sociaux des étudiants qui sont retrouvés dans cette étude sont également décrits dans la littérature. Il y a des hypothèses qui pourraient expliquer ce phénomène grâce notamment à une action sur le niveau de cortisol et le système d'ocytocine lorsqu'on est en contact avec les animaux. L'un des arguments qui va dans le sens du développement de cette pratique dans plus d'universités, c'est le fait que c'est une intervention qui est simple, accessible et acceptable de la part des étudiants, et que ça peut être justement un lien avec le service de santé universitaire aussi, comme je disais tout à l'heure. La principale limite est que les effets sont de court terme. On le retrouve effectivement dans la littérature aussi. Après, ça, c'est parce que la plupart des études étudient surtout les effets immédiatement après les séances et qu'il n'y a pas vraiment de suivi sur le long terme. Donc, d'autres études sont nécessaires. Et par contre, on voit un délai d'action qui est potentiellement rapide, de l'ordre d'une dizaine de minutes seulement, en contact avec les animaux pour ressentir déjà les effets positifs de la médiation animale. Sur les impacts sur les capacités de travail, comme dans mon étude, la recherche montre des résultats qui sont non concluants pour le moment. Donc, d'autres recherches sont nécessaires pour mieux explorer et comprendre les effets de la médiation animale chez les étudiants. Enfin, il est important, pour éviter les dérives de cette pratique, qu'elle soit bien encadrée avec des professionnels formés, à savoir qu'en France, il n'y a pas encore de formation reconnue par l'État, donc c'est en train de se mettre en place. Il y a pas mal d'associations qui luttent pour ça, pour essayer d'encadrer un peu cette pratique pour que ça soit mieux reconnu. Et enfin, il est primordial de respecter le bien-être des animaux médiateurs durant les séances. Les forces de ce travail, c'est qu'il repose sur une méthodologie rigoureuse avec une attitude réflexive, une triangulation des données par une investigatrice indépendante, un recrutement qui s'est fait jusqu'à obtenir une redondance des données et un sujet qui était original. Parmi les limites, il y a des biais qu'on ne peut exclure, comme un biais de sélection, puisque les étudiants étaient au courant du sujet lorsqu'ils étaient recrutés. Il y a un biais de mémoire qui a pu aussi atténuer un peu leur vécu, puisqu'un délai moyen de 24 jours s'est écoulé entre le dernier atelier fait par les étudiants et l'entretien. Et un biais de désirabilité sociale a pu également intervenir, puisqu'il savait que j'étais aussi étudiante en médecine au moment de la thèse. En conclusion, la médiation animale a amélioré la santé mentale des étudiants en médecine interrogés dans cette étude. Cette activité pourrait s'intégrer dans des stratégies de prévention et de promotion du bien-être au sein d'un plus grand nombre d'universités en France. Merci pour votre attention. Il y a le temps pour les questions? Non, il n'y a pas. Bon.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémentine Collet. Je viens de terminer mon internat de médecine générale dans la subdivision de Nantes et je vais vous présenter mon travail de thèse que je soutiendrai le 21 mars prochain. Donc pour ceux qui ont pu lire le manuscrit, il y a eu plusieurs modifications depuis la version que j'ai transmise. Donc j'espère que vous serez indulgents sur la mise en forme. Donc, mon travail de thèse visait à mettre en lumière la santé mentale des internes nantais et d'explorer les axes d'amélioration. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et cette présentation se déroulera sous la forme d'une introduction. Je vous exposerai le matériel et méthodes, puis les résultats. Et enfin, il y aura une discussion et une conclusion. Quelques éléments de contexte tout d'abord. L'enquête de 2021 réalisée par l'ISNI, l'ISTAR EMG et les autres syndicats des étudiants en santé a montré que les étudiants en santé présentaient pour 75% d'entre eux des troubles anxieux et pour 39% d'entre eux un syndrome dépressif. Mais avancer dans les études n'est pas gage d'amélioration, car l'étude de Rosenthal a montré que la dépression augmentait pendant l'internat de 13,5%. Mais pour autant, la population des internes est une population difficile à soigner. En effet, 80% d'entre eux pratiquent l'autoprescription. Il y a un réel tabou du mal-être et une peur du manque de confidentialité. On pourrait croire que les internes sont protégés par les instances de médecine préventive, mais une étude du Conseil national de l'ordre des médecins a montré que seul un tiers des internes réalisaient la visite médicale d'embauche, ce qui est réellement un frein à l'accès aux soins. De plus, il y a une méconnaissance générale des structures d'aide. Une étude de Nantes Université a montré que seulement 22% des étudiants en santé connaissaient le service de santé des étudiants, ce qui, une fois de plus, montre la difficulté d'accès aux soins. Dans ce contexte, le ministère de l'Éducation et de la Santé a demandé au docteur Donata Marra de réaliser un rapport et d'élaborer des plans d'intervention nationales afin d'établir des objectifs de prévention des risques psychosociaux. Mais à l'heure actuelle, encore peu d'actions concrètes ont vu le jour. Devant tout cela, nous nous sommes demandé ce qui se passait à Nantes et comment allaient les internes. Et nous avons élaboré un objectif principal qui était l'évaluation de l'état de santé mentale des internes nantais en phase socle. Nos objectifs secondaires étaient de cerner les attentes des étudiants concernant leur propre santé physique et physique, mais également d'explorer des pistes d'amélioration pertinentes. C'était des pistes d'amélioration qui avaient déjà été mises en place dans d'autres subdivisions. Pour ce faire, le matériel et méthode de notre étude a été de réaliser une étude épidémiologique descriptive monocentrique que nous avons fait dans l'UFR de médecine de Nantes entre le 1er février et le 1er mai 2024. Elle s'intéressait aux internes en phase socle, donc c'était ceux qui avaient passé le CN en 2023. Nous les avions interrogés via un questionnaire transmis par mail qui était hébergé sur une plateforme sécurisée. Nous avons eu l'accord du C10 dans notre protocole de recherche. L'analyse des données s'est faite en pair protocole. Les analyses quantitatives étaient formulées sous la forme de pourcentage, moyenne, écart type, et les analyses univariées étaient réalisées par le test exact de Fisher. Nous avons donc réalisé un questionnaire divisé en 3 parties. La première concernait les données socio-démographiques, la deuxième s'intéressait à la santé mentale et la dernière explorait les axes d'amélioration. Il y avait notamment dans cette première partie la spécialité, le fait d'avoir réalisé son externat dans la subdivision de Nantes, les modalités de réalisation du certificat médical d'aptitude obligatoire pour entrer en 3e cycle, la présence d'un médecin traitant. Dans la partie sur la santé mentale, nous avons inclus l'échelle HAD afin d'évaluer le syndrome anxio-dépressif. Nous questionnons les internes sur la présence d'idées suicidaires au cours des 12 derniers mois et nous évaluons les conduites addictives. La dernière partie du questionnaire reprenait 7 propositions déjà développées dans d'autres subdivisions qui étaient formulées sous la forme d'une échelle de Likert et nous interrogions les internes sur la pertinence de mise en place de ces axes d'amélioration, également sur la priorité de mise en place. Donc, par rapport à notre diagramme de flux, nous avons une population cible qui était de 283 internes, ceux qui avaient passé l'ECN en 2023 et qui donc étaient en première année d'internat à l'heure de notre recherche. Parmi ceux-ci, 158 internes ont répondu au questionnaire, soit un taux de participation de plus de 55%. Sur ces 158 réponses, 52 ont été partielles et ont donc dû être exclues de l'analyse. Ainsi, nous avons analysé 106 réponses complètes, soit un taux de réponse de l'ordre de 37%.
Notre population avait comme caractéristique d'être composée principalement de femmes, pour 74%, ce qui est concordant avec la féminisation de la profession à l'heure actuelle. Il y avait également majoritairement des internes issus de la médecine générale pour 54% d'entre eux, ce qui est également concordant avec la démographie médicale qui est principalement composée de médecins généralistes. Il faut aussi noter que la majeure partie des étudiants ne provenaient pas de Nantes comme subdivision d'origine. Concernant la santé mentale des internes, il y avait 18% des internes qui avaient un score d'anxiété HAD avéré et ce pourcentage se majorait à 34% lorsque l'on intégrait les réponses entre 8 et 10, soit une symptomatologie douteuse avec ce questionnaire. Concernant la dépression, 7% d'entre eux avaient une dépression avérée et ce pourcentage se majorait à 15% lorsque l'on intégrait les réponses HAD entre 8 et 10. Les idées suicidaires présentées au cours des 12 derniers mois étaient présentes chez 27% des internes. Nous sommes également intéressés à un lien entre le fait de présenter un syndrome anxio-dépressif et d'autres caractéristiques. Et nous avons montré une significativité avec le fait d'être en médecine générale et le fait de présenter une pathologie chronique. Les autres résultats principaux de notre étude sont que dans 86% des cas, les internes ont obtenu le certificat médical obligatoire pour entrer dans le 3e cycle sans évaluation. Notre population avait peu de conduites addictives concernant la consommation de tabac, d'alcool ou bien d'autres drogues, et 65% des internes interrogés n'avaient pas de médecin traitant ou bien étaient éloignés du domicile. Parlons maintenant des axes d'amélioration. Ici sont représentés les 7 axes d'amélioration et la pertinence avec la mention très pertinente en violet. On voit à l'unanimité que la proposition la plus pertinente d'après les internes interrogés est d'avoir des accords facultaires avec les médecins généralistes du territoire pour accepter les internes comme nouveaux patients. Vient ensuite en 2e position l'existence de formations pour les seniors encadrant les internes et également des formations pour les internes eux-mêmes et le fait de banaliser une journée d'accueil lors du changement de semestre. Quand nous demandions aux internes quelle était la mesure la plus urgente à mettre en place, la mesure la plus urgente selon eux était le fait de nouveau d'avoir des accords facultaires avec les médecins généralistes du territoire. Venait ensuite le fait de proposer une visite systématiquement pour les internes en phase socle et ensuite encore de nouveau de banaliser une journée d'accueil lors du changement de semestre. Maintenant, je vais vous parler des forces et des limites de cette étude. Tout d'abord, il s'agit d'une étude originale et inédite. En effet, c'était la première de la sorte sur le territoire nantais et via nos propositions d'axes d'amélioration, nous avons interrogé directement les internes sur leurs souhaits. Le fort taux de participation montre également l'implication majeure des internes concernant cette thématique. Nous avons intégré le questionnaire HAD, qui est une échelle validée, permettant ainsi de comparer nos résultats. Les caractéristiques de notre population étaient similaires à la population source, nous donnant ainsi une bonne validité externe. Nous avons reçu l'accord favorable du C10, montrant que nous avons intégré l'éthique dans notre protocole de recherche. Et enfin, les biais que nous allons voir tout de suite après restent non différentiels, permettant ainsi de conserver une bonne validité interne. Par rapport aux biais, nous avons tout d'abord un biais d'autosélection, car notre méthodologie s'est faite sous la forme d'un questionnaire proposé par le volontariat. Il peut y avoir aussi des questions proposées par le chercheur qui étaient orientées, ce qui conduirait à un biais d'évaluation subjective. Concernant les conduites addictives, il y a un risque de biais de prévarication, c'est-à-dire que les internes interrogés minimiseraient leur consommation afin de rentrer dans les normes sociales. Ces conduites addictives ont également été évaluées sans outils standardisés. Mais tous ces biais restent non différentiels, permettant ainsi de garantir une bonne validité interne. Cette étude a également permis d'avoir certaines perspectives afin de remettre la santé mentale des internes au centre des préoccupations et majoritairement avec 2 acteurs, les hôpitaux et l'université. Et la recherche vient également se greffer là-dedans. L'université a un rôle majeur. On l'a vu, les internes sont demandeurs d'accords facultaires avec les médecins généralistes du territoire pour accepter les internes comme nouveaux patients. De fait, créer une liste de médecins volontaires paraît être quelque chose de pertinent. Les internes souhaitaient également avoir des cours pour les encadrants, leur donnant ainsi accès à la pédagogie pour pouvoir former les internes au mieux, et également avoir des cours pour eux-mêmes, leur permettant ainsi de prendre leur statut d'interne de la meilleure manière possible. Enfin,
À Nantes, le service de santé des étudiants est excentré du campus. De fait, créer une antenne du service de santé des étudiants à proximité de la faculté permettrait de faciliter l'accès aux soins. Tout cela pourrait être chapeauté par la création d'un pôle santé mentale au sein de l'université afin d'agir dans la même direction. Les hôpitaux est l'employeur exclusif des internes et de fait, ils ont une responsabilité dans la prévention des risques psychosociaux. Ainsi, majorer la communication concernant la visite d'information et de prévention paraît être quelque chose d'indispensable afin d'avoir un premier accès aux soins du réseau local. Encore une fois, le certificat médical obligatoire a été réalisé sans évaluation. Il pourrait être pertinent que ce dernier soit réalisé par un médecin du service de santé au travail ou du service de santé des étudiants afin de créer un premier contact avec l'interne. Banaliser une journée d'accueil était une demande des internes également, qui paraît être une demande légitime afin de prendre ses fonctions de la manière la plus sécuritaire possible. Mais pour avancer sur cette thématique, il faut encore des recherches, notamment des études qualitatives qui permettraient de mieux cerner l'état d'esprit et les difficultés des internes, mais aussi des études permettant d'évaluer les dispositifs de prévention primaire et secondaire afin d'analyser les ressources du territoire. Et une analyse de pratique sur le service de santé des étudiants ou le service de santé au travail serait également pertinent afin de comprendre comment les internes peuvent se raccrocher à cette médecine préventive de laquelle ils dépendent. Pour conclure, notre étude a montré que la santé mentale des internes nantais était fragile. En effet, 38,8% des néo-internes interrogés présentaient un syndrome anxio-dépressif. 27% d'entre eux ont eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres alarmants montrent également qu'il y a des possibilités d'agir. En effet, l'axe d'amélioration le plus pertinent et le plus urgent afin de prévenir les risques psychosociaux sont le fait de créer des accords facultaires avec les médecins généralistes du territoire pour accepter les internes comme nouveaux patients. Mais pour améliorer tout ça, cela ne pourra se faire sans la coopération et la collaboration de tous les acteurs qui gravitent autour de l'interne, à savoir les responsables de DES, de DMG, les facultés de médecine, l'université, l'ARS, les hôpitaux. Pour finir sur une note positive, comme vous, il y a 2 ans, j'étais au congrès de l'ISNAR IMG où j'ai pu assister à la présentation du docteur Sophie Pelou qui présentait justement le fait de généraliser une visite médicale systématique aux phases socles à Lyon. Et de là est venue cette idée de me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma subdivision? Qu'est-ce qu'il en est? Et donc, cette thèse est née. Donc, si jamais vous n'avez pas d'idée de thèse, si jamais vous n'avez pas de sujet, n'hésitez pas à vous emparer parce qu'il y a encore plein de choses à montrer pour essayer de faire changer les choses et d'améliorer ce mal-être étudiant. Merci de votre attention. Bonjour, je m'appelle Myriam Dergam, je suis étudiante en 5e semestre de médecine générale dans la plus belle ville de France, alias Saint-Étienne, et je travaille sur les discriminations en santé, notamment vis-à-vis de la prévention VIH. Et je vais vous présenter un chapitre de ma thèse, sobrement intitulé « Donjons et prévention », et oui, je suis très fière de mon titre, « Réduction des risques dans les pratiques BDSM ». Alors, comme je vous l'ai dit, moi, mon sujet initialement, c'est la prévention VIH. Depuis sa première identification clinique en 1981, le VIH, c'est 86 millions de personnes infectées et 40 millions de décès, soit l'épidémie la plus meurtrière à ce jour. En France, en 2023, on note quand même 5500 nouveaux cas, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Pourquoi ? Pourtant, depuis la loi Veil de 93 sur les programmes d'échange de seringues, depuis les préservatifs, le dépistage et les thérapies médicamenteuses, donc le PrEP, le traitement pré-exposition, le TASP, Treat as Prevention, qui consiste à donner un traitement antirétroviral aux personnes séropositives de façon à rendre leur charge virale indétectable et donc intransmissible, et le TPE, le traitement post-exposition. On aurait pu présager qu'aujourd'hui, en 2025, on en aurait fini avec le VIH. L'ONU-SIDA définit des populations clés, dont je serais ravie de parler, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, notamment les travailleuses du sexe, les usagers de substances psychoactives, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes trans et les personnes migrantes. Ces catégories, elles sont là d'un point de vue épidémiologique, mais elles ne sont pas figées.
On peut tout à fait être un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes, travailleur du sexe, usager de substances psychoactives. Donc tout ça c'est très bien, mais j'ai décidé de ne pas vous parler de ça aujourd'hui. Moi je vais vous parler d'une population qui n'est pas visée par les campagnes de prévention, qui passe sous les radars parce qu'on n'a même pas idée qu'elles existent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des pratiquants de BDSM. BDSM, c'est l'acronyme pour bondage, discipline, domination, soumission, sadisme et masochisme. On dit plus trop sadomaso parce que c'est très freudien comme expression. Il faut savoir que c'est des pratiques qui sont attestées depuis le XVIIIe siècle avec le marquis de Sade qui a donné le nom sadisme. Il s'agit d'un jeu et c'est très important de se dire qu'il s'agit d'un jeu. Le DSM-5 différencie les paraphilies des pratiques de BDSM qui sont un roleplay où les pratiquants sont consentants et savent qu'il s'agit d'un jeu. Il y a des safe words pour mettre fin à la séance. Leur dicton de base, on va dire, c'est SSC, Safe, Sane and Consensual, donc sûr, sain et consensuel. Et surtout, on a l'impression que c'est pas très connu, mais en fait, c'est quelque chose qui explose. Alors, il y a eu le film 50 nuances de Grey, mais il y a également beaucoup de sites internet. Croyez-en mon historique internet, il en existe dans toutes les villes de France, de partout, et ça a même fait la une de Femina, le magazine Elle, pardon, le 11 octobre 2024. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. Parler de sexualité, c'est marrant, on va pas se mentir, mais on n'est pas là pour faire du kink shaming, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se moquer des gens. Toutes les pratiques sexuelles, c'est OK. L'idée, c'est de se dire quels sont les risques liés à ces pratiques qu'on ne connaît pas et comment, nous, médecins généralistes, on peut aider nos patients. D'un point de vue méthodo, donc, c'est une enquête de terrain, une observation participante, et participante dans le sens où je suis avec une association de prévention qui distribue des préservatifs, des seringues stériles, etc., etc. Et j'ai rajouté quelques entretiens libres, plus une solide recherche bibliographique. Comme vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivée là, moi j'étais à une soirée donc prévention, on me dit « Ouais, ce soir Myriam, tu fais la prévention en club libertin ». Bon, d'accord. Donc j'arrive, mon petit stand, tout ça, et puis tout d'un coup, je dis à mon collègue « Tiens, et d'ailleurs je remercie Lénips et Diane pour les photos, je dis à mon collègue « C'est marrant, les gens ils ont des masques de chiens ». Et mon collègue il me dit « Bah Myriam, c'est des puppies ». Je dis « Ouais, c'est marrant, c'est des chiens ». Il dit « Non Myriam, t'as pas compris ». Et après j'ai compris. En fait, le puppies, c'est un roleplay ou un roleplay animalier où les gens jouent à être des animaux. Il y a un maître et un chien. Des chiens qui peuvent avoir des rapports entre eux. Et voilà, donc un rapport toujours de dominant-soumis dans le BDSM. Et donc je me tapais des gros vents avec mes capotes jusqu'à ce qu'un puppy me dise « Mais madame, c'est le maître qui s'occupe de la prévention ». Et là, dans ma tête, ça a fait boum. Comment on parle de prévention à des gens que ça n'intéresse pas d'une part, mais surtout qui ne décident pas pour eux-mêmes. Le BDSM, ça se pratique de plusieurs façons. Dans l'intimité d'une chambre à coucher, mais normalement je suis pas là pour vérifier, dans des clubs libertins, dans des clubs où je fais de la prévention, dans des clubs spécialement BDSM, et dans des donjons. Les donjons, c'est des lieux professionnels. L'habit ne fait pas le moine. Dites-vous bien qu'une séance en donjon, ça peut durer jusqu'à 48 heures, et c'est entre 500 et 2500 €. Donc c'est une classe sociale assez aisée, et surtout ce sont des professionnels vis-à-vis des risques, c'est ceux qui ont le plus de choses à nous apprendre. Dans les clubs libertins, souvent, enfin, pour celui de Saint-Étienne, on va dire, l'entrée se fait sur dépistage négatif. Donc ils m'ont dit, on n'a pas besoin de tes interventions de prévention. Dans les clubs plus festifs, c'est là où finalement on a toute notre clé avec les associations d'aller vers, c'est que il y a plusieurs choses qui se passent, notamment la consommation de substances psychoactives qui augmentent le risque de transmission du VIH, entre autres. Et donc, on va parler des pratiques, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne s'imagine pas. Donc là, je vais vous parler du needle play. Le needle play, c'est planter des aiguilles, voilà. Et on peut y mettre diverses choses. Donc là, c'est plutôt artistique, ça fait des mimosas, on peut y mettre plein de choses. Ça, c'est un dos. Mais vous vous doutez bien que ça peut être fait sur le visage, et sur les organes génitaux. Donc, il faut qu'on pense aux lésions vasculo-nerveuses, en plus des risques infectieux, en plus des infections cutanées, des potentielles nécroses qui peuvent arriver, et du tétanos, parce que là, c'est des produits stériles, propres, dans un milieu professionnel, mais c'est pas toujours ça. En effet, si vous avez par curiosité envie de regarder, il existe tout un monde qu'on ne connaît pas, avec des workshops, avec des ventes de kits, de matériel, de needle play, de sonde urétrale, etc. Il existe des salons, et pour Saint-Étienne, qui est une ville de 150 000 habitants, Saint-Étienne Métropole, donc les villes à côté, 400 000 habitants,
on a tout de même, et on verra le vocabulaire après, un club de fist, un club libertin, un club BDSM et un donjon professionnel. C'est vraiment de partout, même là où on ne s'imagine pas. Concernant les autres pratiques, on a les chocs électriques. Donc bien sûr, faire attention aux risques cardiovasculaires et aux risques respiratoires. Il y a aussi un risque de brûlure, il y a aussi ce qu'on appelle le fire play ou le wax play, donc avec le feu et avec de la cire. Le prédicament, le bondage, le shibari, le fait de s'attacher. Et moi, ce que je ne savais pas, et pourtant il y a beaucoup de case reports, c'est qu'il faut penser à la rhabdomyolyse, quand les gens sont allongés, attachés pendant longtemps dans une même position, et en fait, insuffisance rénale sur rhabdomyolyse. Il y a les cas de neuropathie périphérique. Le nerf radial, c'est le plus souvent celui qui est concerné. Les brûlures, l'asphyxie, voilà, pour la suffocation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on compte 200 décès par asphyxie érotique par an. 200 décès par an par asphyxie érotique aux États-Unis. C'est la première cause de décès. Il y a les sons urétrérales, avec ou sans électricité. Et donc, il faut penser infection, ischémie, nécrose. Enfin, nous avons l'analité, donc les pratiques anales. Il peut y avoir des troubles du rythme cardiaque, ça aussi, je m'y attendais pas, pour être honnête, avec d'origine vagale. Pensez aux déshydratations sur les lavements, et donc aux troubles de la kaliémie, de la natrémie, etc. Bien sûr, le risque infectieux, le risque de condylome, le risque d'anodyspareunie, d'hématome. Et figurez-vous que les objets intrarectaux, ben pareil, c'est en plein boom. 2,3 objets intrarectaux enclavés pour 100 000 habitants, ce qui est quand même non négligeable et qui a doublé en 10 ans. L'incontinence anale, 22,2% des adeptes, même lors de pratiques consenties, avec un odds ratio qui est à 1,67. Et bien sûr, les hémorroïdes, les cellulites, les nécroses et les perforations rectocoliques. Tout ça, c'est quand même des risques qui peuvent être graves et dont il faut savoir parler. Et vous allez me dire, c'est bien ton truc, mais pourquoi? Eh bien en fait, c'est toute la place de la médecine générale. Dans les associations de prévention, on fait de l'aller vers, mais on ne pourra aller jamais dans l'intimité des gens dans leur chambre à coucher. On pourra aussi jamais leur prescrire la PrEP, tout ça, mais je me dis que peut-être, ils ont entendu le mot PrEP avec mes jolis dépliants, et qu'un jour, ils viendront en parler à leur médecin généraliste. Ça peut être une aide à notre diagnostic, une neuropathie périphérique sur les 2 mains, bon, on ne trouve pas, le NMG, bon. Et ben en fait, il y a les pratiques BDSM. Bien sûr, notre rôle, c'est de la prévention, c'est du conseil. Encore une fois, c'est ne pas blâmer les gens pour leurs pratiques, mais surtout voir comment on peut les accompagner. C'est aussi travailler en réseau. Sachez que sur tout Saint-Étienne Métropole, il n'y a qu'un seul kiné qui fait de la rééducation anale. Alors comment on fait quand on sait qu'il y a 22% des pratiquants qui sont incontinents anal jeunes? On ne parle pas bien sûr des post-cancers de la prostate. Et pensez aussi santé mentale, parce que le risque suicidaire est plus élevé chez les adeptes du BDSM. En conclusion, l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur les risques infectieux type VIH et SIDA, nous conseille de connaître les pratiques de nos patients afin de mieux prévenir les risques associés. La santé sexuelle, c'est hyper important, ça fait partie de la vie. Et c'est aussi toute la beauté de la médecine générale de se dire qu'on a accès à l'intimité de nos patients, qu'on peut en discuter et qu'on peut également travailler en réseau avec les pharmacies, les associations de prévention, les kinés, le CHU pour la prise en charge des maladies infectieuses. Et c'est vraiment, à mon sens, ce qui fait la beauté de la médecine générale, c'est qu'on a un travail très varié et un travail où on n'est jamais tout seul. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y aurait quelques questions ? Sinon, et ben en tout cas, rendez-vous demain à 17h dans le Grand Théâtre pour la remise du prix. Merci.